Merci beaucoup à l'AIH de me permettre de parler aujourd'hui. Je vous propose donc de faire un grand écart avec le topo précédent parce qu'on va parler d'hémostase et plus particulièrement d'immunothrombose au cours des néoplasies myoprolifératives. Juste en guise peut-être de rappel, je vais introduire déjà ce que l'on appelle l'immunothrombose. En fait, c'est un terme qui a été développé il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années devant des données qui s'accumulaient et qui continuent à s'accumuler sur une interaction forte entre les cellules de l'immunité innée et l'hémostase. Sur cette figure sont figurés les principaux acteurs. On sait que les monocytes sont importants dans l'immunothrombose et notamment via l'expression de facteurs tissulaires qui vient activer la voie extrinsèque de la coagulation et également les polynucléaires neutrophiles via un mécanisme que vous connaissez probablement qui est le mécanisme de nétose, d'émission de neutrophile extracellulaire TRAPS. Ce sont des filets d'ADN qui sont émis en dehors du neutrophile avec des protéines intracellulaires et on sait maintenant que ces NET activent l'hémostase et la coagulation, notamment via une lésion du facteur tissulaire, une activation du facteur 12 ou bien une inactivation du TFPI qui est un inhibiteur de la coagulation. Et initialement, ce processus d'immunothrombose, il a été vraiment décrit dans la lutte contre les processus infectieux. Ça, c'est quelques données pour vous montrer qu'il est important d'avoir une bonne coagulation pour lutter contre l'infection. En haut à gauche, je ne sais pas, c'est peut-être là. Ouais. On voit la publication Princeps de Brinkman en 2004 qui a décrit les nets et on voit une belle image où un filet qui est un net qui vient trapper les bactéries. Cet effet de capture des bactéries, il est également vrai pour le caillot de fibrine qui est formé, comme on le voit en bas à gauche. Et on sait que lorsqu'on invalide dans des modèles murins différentes protéines de la coagulation qui sont importantes, ça augmente la mortalité dans des conditions de sepsis. C'est ce qui a été montré pour la fibrine dans des modèles murins de fibrine KO. Vous voyez la courbe en noir où on a une survie qui est largement diminuée et des résultats qui sont similaires lorsqu'on invalide le facteur tissulaire. De façon schématique, et après j'en viendrai aux néoplasies myoprolifératives, ce que l'on peut schématiser, c'est un pathogène qui circule dans le sang, des cellules de l'immunité innée qui vont venir au contact, notamment les monocytes et les neutrophiles, et puis les mécanismes dont je vous ai parlé précédemment qui s'activent, formation de NET, expression de facteurs tissulaires. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va mener à une formation d'une sorte de caillots de fibrine et de NET qui a pour principale conséquence d'être une plateforme d'accroche pour les autres cellules de l'immunité innée et également de limiter la dissémination du pathogène. Je reviens rapidement sur une notion qui est importante dans l'immunothrombose, c'est l'interaction entre les plaquettes et les polynucléaires neutrophiles et en fait une sorte de cercle vicieux qui se met en place. On sait que les plaquettes et les neutrophiles interagissent et peuvent s'activer mutuellement via différents couples qui sont indiqués sur le zoom à droite, le plus célèbre étant probablement le couple entre la P-sélectine et son ligand, le PSGL1. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que les plaquettes peuvent se lier aux neutrophiles et activer les neutrophiles, entraînant une formation de NET qui sont marqués en rouge sur la figure. Et les NET sont capables en retour de lier et d'activer les plaquettes. Et donc là, on a un premier cercle vicieux qui se met en place. Et également, les NET sont capables d'activer les cellules endothéliales qui expriment du facteur Willebrand. Le facteur Willebrand lie à son tour des plaquettes, etc. Donc là, il y a ce processus physiopathologique qui se met en place. Je profite de cette diapositive pour vous parler d'une enzyme dont je vous parlerai par la suite, qui s'appelle PAD4. PAD4, c'est vraiment l'enzyme de la nétose, parce que c'est une enzyme qui permet la citrullination de l'ADN, et en fait qui permet la décompaction de l'ADN, et donc PAD4 est crucial dans la nétose. Sur ce schéma, j'ai indiqué quelque chose qui est intéressant, c'est de savoir que PAD4
inactive une métalloprotéase bien connue, la DAMTS13, et donc on voit bien que là, la nétose, en inactivant la DAMTS13, favorise le maintien du facteur Willebrand et l'accentuation de ce processus physiopathologique. L'immunothrombose a été décrite initialement dans des processus infectieux, mais on sait maintenant que tous les processus qui sont en jeu au cours de l'immunothrombose surviennent dans des conditions non infectieuses, et on a des données maintenant qui s'accumulent pour penser que ça joue un rôle dans la CIVD, la thrombose artérielle et la thrombose veineuse. Donc je reviens à des choses qui, à mon avis, vous sont familières, des rappels. Les néoplasies myéloprolifératives sont des maladies de la cellule souche hématopoïétique qui entraînent une prolifération de cellules matures et fonctionnelles au niveau périphérique. On en distingue, en tout cas pour les BCR ABL négatifs, trois grandes, l'APV, la TE et la myelofibrose, et puis des mutations driver que vous connaissez, majoritairement JAK2VF et parfois calréticuline ou MPL. Un rappel pour vous dire que la thrombose est la complication la plus fréquente chez ces patients. Pour quelques chiffres, une méta-analyse récente en 2019, plus de 10 000 patients, il y a une thrombose de diagnostic chez un grand nombre de patients qui permet souvent de faire le diagnostic d'ailleurs. Pour exemple, 30% de prévalence chez les patients avec PV. Ce qui est intéressant, c'est que ça survient dans différents territoires, en artériel, en veineux, parfois même au niveau microcirculatoire, et vous le savez également, des thromboses que l'on appelle atypiques, des thromboses du système splanchnique et des thromboses veineuses cérébrales. Les chiffres ont un peu changé par rapport à cette étude importante de 2005, mais ça reste une source de mortalité importante, que ce soit du fait d'une insuffisance cardiaque ou bien plus bêtement d'une embolie pulmonaire. Pourquoi ces patients thrombosent? On sait que la physiopathologie est relativement complexe. Elle est complexe, et je ne vais pas aller dans le détail de cette diapositive, mais parce qu'elle implique différents compartiments cellulaires avec des anomalies quantitatives et des anomalies qualitatives. Ce que l'on sait bien, c'est notamment le fait d'avoir un hématocrite élevé, supérieur à 45%, et ça a été montré, est un facteur de risque de thrombose, mais on sait qu'il y a des anomalies qualitatives également des globules rouges, avec des modifications de certaines protéines comme l'UBCAM qui entraînent une interaction augmentée avec les cellules endothéliales. Donc il y a des anomalies quantitatives qui sont un peu plus discutées concernant la thrombocytose et la leucocytose, mais il y a également de multiples anomalies qualitatives, et tout ça en fait mène à une propension à la thrombose qui est augmentée. Je parlerai juste aujourd'hui de principaux acteurs de l'immunothrombose, et donc ces acteurs dans les néoplasies myéloprolifératives. Premièrement, les monocytes. Donc, ce qui a été fait beaucoup, notamment il y a 10 à 15 ans, et ce qu'on continue à faire, mais c'est un schéma très simple dans les études où on séparait les patients NMP avec thrombose versus les patients NMP sans thrombose, en se disant que ceux qui ont thrombosé ont des choses particulières. Et lorsqu'on fait ça et qu'on regarde les monocytes, on voit que les patients qui ont thrombosé ont plus de facteurs tissulaires et d'expression de CD11B à leur surface. Une étude plus récente a étudié une autre protéine, et je vous en parle parce que je vous en parlerai après, qui est un hétérodimère entre S100A8 et S100A9, donc c'est une famille de la protéine, famille S100, qu'on appelle aussi calprotectine, et qui est une protéine très abondante dans les neutrophiles et les monocytes, et qui participe en fait à la thromboinflammation, notamment via l'activation des plaquettes et des cellules endothéliales. Et donc dans cette étude récente, il montrait que les monocytes de patients étaient plus prompts à libérer de la calprotectine. Les plaquettes, beaucoup d'études évidemment sur les plaquettes au cours des néoplasies myéloprolifératives, avec certaines données parfois contradictoires. Il y a beaucoup d'études qui nous montrent que les plaquettes sont activées chez les patients, et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle l'aspirine est très largement prescrit au cours des néoplasies myéloprolifératives. Mais vous avez aussi probablement entendu parler de certains patients avec des thrombopathies associées aux néoplasies myéloprolifératives. En
tout cas, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui montrent que les patients avec NMP ont une activation plaquettaire, notamment l'étude de l'expression de la P-sélectine ou CD62B, des niveaux augmentés de CD40 ligands, de facteurs tissulaires également, et puis surtout, et en particulier, des interactions plaquettes locaux qui sont augmentées. Plus récemment, non, voilà. Donc ça, c'était pour les plaquettes. Ensuite, je vais parler plus longtemps des polynucléaires neutrophiles parce que ce sont des cellules importantes de l'immunothrombose et qui nous intéressent particulièrement à Bordeaux. Pareil, même design, des études anciennes ont regardé les patients avec thrombose versus les patients qui n'avaient pas thrombosé. Et dans ces études, on voit que les neutrophiles ont plus de facteurs tissulaires et de CD11B à leur surface. Plus récemment, une étude a regardé par PCR quantitatif certains marqueurs dans des polynucléaires neutrophiles, soit de contrôle, soit de patients avec NMP qui avaient thrombosé ou pas. Et on voit là encore les mêmes voies qui semblent dérégulées, une expression augmentée de facteur 3, donc de facteurs tissulaires, de P-sélectine soluble et d'autres protéines comme le récepteur ALI-L1. Et on sait que ces patients sont généralement très inflammatoires, en tout cas avec une inflammation chronique. Et puis, la question de la nétose, en fait, a été, depuis une dizaine d'années, regardée. La première question qui s'est posée, c'est est-ce que les patients avec MPN ont plus de NET que des patients contrôle? Et il y a plusieurs études qui sont concordantes et qui nous disent que, en effet, lorsqu'on regarde des patients et qu'on compare avec des contrôles, il y a des niveaux de NET au niveau plasmatique qui sont augmentés. Et donc, ça a été retrouvé par plusieurs équipes. Par contre, lorsqu'on sépare les patients entre ceux qui ont thrombosé et ceux qui n'ont pas thrombosé, en se disant que peut-être que les patients ont une hyperactivation basale des polynucléaires neutrophiles. Dans notre équipe, nous avions retrouvé des niveaux nets augmentés lorsqu'on regardait un marqueur qui s'appelle le MPO-DNA, myéloperoxydase ADN, mais ce sont des résultats qui n'ont pas été mis en évidence dans d'autres études. Pourquoi les patients avec MPN feraient plus de NET? Très schématiquement, il y a deux grandes hypothèses qui ne sont pas exclusives. Il y a le rôle, bien sûr, de la mutation de JAK2 V617F, avec une hypothèse qui est indiquée sur le schéma à gauche. La mutation de JAK2 entraîne une hyperactivation des voies d'aval qui peuvent mener à une production de dérivés réactifs de l'oxygène ou ROS augmentée et à une activation de PAD4, qui est cette fameuse enzyme. Cette hypothèse, elle a été testée, je trouve, de façon intéressante par une équipe américaine en 2020. Très simplement, ils ont pris des souris avec un modèle murin de néoplasie myéloproliférative et on le voit, ces souris, elles meurent plus rapidement parce qu'en fait, elles thrombosent plus rapidement que les souris contrôle. C'est la courbe en bleu. Par contre, de façon intéressante, lorsque ces souris étaient traitées avec une molécule antioxydante, le N-acétylcystéine, c'est la courbe en rouge, et ben les souris thrombosaient moins. Et pour vraiment avoir la preuve de concept que cela passait par la nétose, ils ont pris des neutrophiles de patients, ils ont mis dessus du PMA qui stimule la nétose et également PMA plus N-acétylcystéine, et on voit que ça réduit la formation de NET d'avoir une molécule antioxydante. Donc, hypothèse, activation intrinsèque, notamment via les ROS, qui est suggérée par cette étude. Pour aller plus simplement, c'est ce qu'on peut regarder, c'est un effet d'un médicament anti-JAK, donc notamment le ruxolitinib, et ça a été fait par l'équipe de Vollard en 2018, où là également, ils prenaient des neutrophiles de souris et ils mettaient du ruxolitinib dessus, et ils regardaient si ça faisait quelque chose sur la nétose, et mettre du ruxolitinib, en fait, sur la droite, fait baisser drastiquement la formation de NET, de façon associée en fait à une réduction de la formation de thrombie. Donc il y a très certainement un effet de la mutation de JAK2-VF dans la nétose augmentée chez les patients. Ensuite, même s'il y a une nétose augmentée, est-ce que ça participe en fait à la thrombose des patients avec NMP? Là, il y a deux moyens. En particulier deux moyens qui ont été testés. Toujours l'équipe de Vollard en 2018 qui ont
croisé des souris JAK2-VF avec des souris invalidées pour PAD4, donc incapables de faire des nets. Et donc, lorsqu'il faisait ça, il voyait bien que la formation de thrombie était largement diminuée chez les souris JAK2-VF, PAD4, moins. Nous avons, nous, essayé de regarder également cela dans différents modèles de NMP JAK2-VF, et notamment le modèle que l'on appelle PF4 creux JAK2-VF, qui est en bleu sur cette figure. Et donc on voit très bien que ces souris thrombosent plus que les souris contrôle. Et de façon intéressante, lorsqu'on essaye de viser les nets en injectant de la DNase, donc une enzyme qui permet de démanteler les nets, ça réduit la thrombose. Et donc c'est un argument pour dire que la netose est importante dans la thrombose associée aux néoplasies myoprolifératives. Et je m'arrête justement, et c'est pour ça que je vous avais parlé de cette interaction entre plaquettes et neutraux dans la nétose, c'est parce qu'on s'est demandé si, connaissant l'interaction entre plaquettes et neutrophiles, l'inhibition des plaquettes ne pourrait pas mener à une inhibition des polynucléaires neutrophiles, à une diminution de la nétose. Et donc, nous avons repris nos souris avec une NMP JAK2-VF. On les a traitées par aspirine, et de façon attendue, bien sûr, et logique, lorsqu'on traite par aspirine ces souris, elles thrombosent moins. Mais par contre, ce qui était intéressant, il nous semblait, c'était de voir que ces souris traitées par aspirine avaient moins de nets que les souris non traitées, ce qui est un argument pour penser que l'inhibition des plaquettes vient inhiber les neutrophiles et la formation de nets. Et c'est également des résultats que nous avons retrouvés chez des patients. On a repris le plasma des patients avec NMP traités ou pas par aspirine, et en fait, de façon intéressante, les patients traités par aspirine ont moins de nets. Et je finirai cette présentation en vous parlant d'une étude qui a été achevée il y a quelques mois, qui s'intéressait réellement aux marqueurs d'immunothrombose au cours des néoplasies myéloprolifératives. C'est une étude qui a été portée par Chloé James, qui s'appelle l'étude MPN BioClot. L'idée dans cette étude était d'inclure des patients avec NMP sans traitement cytoréducteur de façon multicentrique et qui étaient sous l'égide du FIM. L'idée était d'inclure les patients, de doser un certain nombre de marqueurs d'immunothrombose et de regarder s'il y avait une association entre ces marqueurs et des scores pronostiques de thrombose. Donc, rapidement, mais je pense que ça vous est familier maintenant, on a dosé la thrombomoduline, un marqueur d'activation endothéliale, on a dosé le facteur tissulaire, on a dosé le facteur Willebrand, la P-sélectine soluble et des marqueurs de NET, l'H3-CYT, l'H3-CYT DNA, et puis cette fameuse calprotectine. Je ne vais pas vous détailler tous les résultats, mais je vais insister sur les résultats qui me semblent le plus intéressants. Donc 394 patients ont été inclus dans cette étude, et une des premières choses que nous avons faites, c'était de regarder s'il y avait une association entre les marqueurs et des scores pronostiques de thrombose. Et donc lorsqu'on prend le score classique ou conventionnel, on voit qu'il y a des marqueurs qui sortent et qui sont associés au fait d'être à haut risque selon ces scores, et notamment la calprotectine, et le facteur tissulaire. Cela quand on regarde tous les patients, mais également lorsqu'on prend uniquement les patients avec TE. Par contre, ce n'était pas vrai chez les patients avec polyglobulie de Vaquez. Est-ce que la mutation de JAK2 a un rôle? On s'est bien évidemment posé la question. On a scindé les patients entre ceux qu'on considère avoir une faible charge allélique. C'est un seuil qui peut être discuté, mais nous, on a mis ce cut-off à 20%. Et on a comparé les patients avec moins ou plus de 20% de charge allélique JAK2. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains marqueurs qui sont augmentés nous faisons cette distinction, et notamment des marqueurs d'activation des neutrophiles et des nets, comme la calprotectine, l'H3-CYT, mais également la thrombomoduline. Donc il y a clairement, je pense, un rôle de la mutation de JAK2 dans l'activation de l'immunothrombose chez ces patients.
Enfin, et de façon intéressante, nous avons regardé le sous-groupe de patients avec polyglobulite vaqueuse, donc il y avait 120 patients, et la première chose que nous avons regardé, c'était de voir s'il y avait une association avec un score qui a été décrit récemment par l'équipe de Saint-Louis, Hélène Pasquier et Lina Benadjiba, qui est le score de prédiction de thrombose veineuse, qui repose sur en fait la mutation de JAK2 et un antécédent de thrombose veineuse. Et lorsqu'on regarde ça, on voit une association toujours pour la calprotectine, mais également pour le facteur Willebrand. Et donc voilà. Et lorsqu'on regarde spécifiquement les patients PV qui ont thrombosé ou pas, on voit qu'il y a certains marqueurs qui ressortent uniquement si on considère les patients qui ont thrombosé en veineux, et notamment toujours ces mêmes marqueurs, la calprotectine, l'H3-CYT, H3-CYT DNA, le facteur Willebrand et le facteur tissulaire. Alors tout ça pour dire qu'il nous semble quand même qu'il y a quelque chose qui se passe de façon spécifique chez les patients PV avec une thrombose veineuse, et ces résultats nous font suggérer une physiopathologie spécifique chez ces patients PV dans la thrombose veineuse. Enfin, évidemment, on a regardé, parce que c'était déjà ce que nous avions vu précédemment, on a regardé si l'aspirine avait un rôle dans l'anétose. Alors, lorsqu'on regarde tous les patients, on ne voit rien, en fait. On ne voit rien, et on pense qu'on ne voit rien parce que on ne voit pas de différence sur un marqueur d'activation plaquettaire qui est la P-sélectine soluble, qui est sur le graphe sur la gauche. Et vous savez qu'il y a des études maintenant qui nous montrent que chez les patients, notamment avec TE thrombocytaire, il serait peut-être plus intéressant de mettre de l'aspirine 100 mg 2 ou 3 fois par jour du fait d'une mégakaryopoïèse augmentée. Il y a un effet inhibiteur au niveau plaquettaire qui semble meilleur lorsqu'on augmente la dose d'aspirine. Bon, tout ça pour dire que par contre, lorsqu'on restreint notre analyse chez des patients qui ne sont pas thrombocytaires, et donc là vous voyez qu'on réduit drastiquement les effectifs, on a bien une diminution de l'activation plaquettaire, et de façon intéressante, on retrouve également une diminution de la formation nette chez ces patients. Voilà, donc en conclusion, je voulais vous montrer qu'il y a de différentes voies d'activation de l'immunothrombose qui sont particulièrement étudiées et qui nous semblent intéressantes, notamment l'anétose. Et puis, ce qui a vraiment un intérêt, c'est que ces patients, ils ont des thromboses relativement fréquentes, mais ce qui nous semble aussi intéressant, c'est d'élucider ces mécanismes dans des thromboses qui posent parfois souci, comme les thromboses planchniques ou les thromboses veineuses cérébrales. Je remercie tous les gens qui travaillent avec moi là-dessus au sein de l'INSERM 1034 au CHU de Bordeaux, et je remercie aussi les gens qui ont participé à l'étude MPN BioClot, que ce soit dans le groupe du FIM et même mes collègues bordelais qui ont inclus beaucoup de patients. Merci, et puis merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Guy. Est-ce que quelqu'un a des questions dans la salle ? Est-ce que cette calprotectine se dose facilement en routine, et est-ce que tu penses que ça peut être un marqueur biologique à terme systématique à faire à tous les patients au diagnostic d'un syndrome myeloprolifératif ? Oui, merci pour ta question qui est très intéressante. Oui, on aime bien ce marqueur, la calprotectine, parce qu'il est dosé de façon automatisée en fait en biochimie. Alors ça se fait au niveau fécal, notamment dans les diagnostics de Mickey en fait, mais ça se fait aussi au niveau sérique, et c'est beaucoup plus standardisé que de doser des marqueurs de NET j'ai une mouche qui à présent sont dosés en fait par des ELISA homemade avec une grosse variabilité. Et pour la calprotectine, justement, on est en train de lancer une étude où on va essayer de regarder le niveau de calprotectine et de voir s'il y a une association avec la thrombose en prospectif, pour essayer de valider ce marqueur comme potentiellement intéressant dans le pronostic des thromboses chez ces patients. Ouais, merci. J'avais également une question. On a beaucoup parlé là, des mutations donc, de JAK2 V617F. Mais est-ce que la physiopathologie et la biologie des thromboses dans les SMP, notamment avec mutation CALR ou MPL, est similaire ? Et est-ce qu'il y a des phénotypes cliniques différents en fonction, par exemple, de la VAF de JAK2 ou des mutations autres ou additionnelles qu'on peut trouver dans ces SMP ?
Oui, merci pour ta question. Il y a plusieurs questions d'ailleurs, mais non, de toute façon simple, on sait que les patients avec les mutations calaires thrombosent moins que les patients avec JAK2. Ça a été bien montré dans les études cliniques. Sur la physiopathe, en fait, il y a assez peu d'études qui sont intéressées à la comparaison de JAK2-VF calaire. Donc, j'aurais pas de réponse exacte. On pense que ça passe probablement par les plaquettes, hein, parce que c'est important la signalisation calcique dans les plaquettes, mais il n'y a pas de choses très, très probantes. Il y avait une troisième question, j'ai oublié, et oui. Oui, c'était sur sur les la sites charge, de thrombose, en fait. Alors, il y avait sur la charge allélique, c'est pareil, c'est des données assez controversées. Est-ce qu'il y a une influence de la charge allélique sur la survenue de thrombose? J'en suis pas sûr. Il y a des données qui ont montré que oui, mais il y a une étude là, publiée récemment dans Leukemia par le film avec Olivier Mancier qui montre sur 400 patients qu'il n'y a pas d'effet de JAK2. Et enfin, juste pour les mutations additionnelles, ça a été étudié justement par l'équipe de Saint-Louis dans une publication en 2023 dans Leukemia où ils ont regardé, maintenant qu'on a plus de NGS chez ces patients, et ils ont montré que avoir une mutation additionnelle DNMT3A ou TET2 augmentait le risque de thrombose en artériel, mais pas en veineux. Donc c'est intéressant, je pense en effet, l'apport de ces NGS chez certains patients, aussi pour la thrombose en fait. Ouais. Merci. Quelqu'un a d'autres questions? Désolé Alexandre, j'en ai une dernière. Est-ce que les mécanismes que tu évoques ici dans les syndromes myéloprolifératifs est applicable aux autres cancers? Parce qu'on sait que tous les cancers solides, les cancers hématos sont à risque de thrombose. Est-ce que c'est la même physiopathologie? Alors, il y a une physiopathologie qui se recoupe en partie, hein. Il y a beaucoup d'études, notamment sur les NET en tant que facteur de risque de thrombose dans d'autres types de cancers. Et évidemment, la particularité des NMP, c'est ces mutations driver type JAK2, mais oui, il y a des mécanismes partagés, notamment sur les interactions plaquettes-neutraux. Et j'en parle pas beaucoup aussi, parce que j'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même une inflammation chronique chez les patients avec NMP qui est partagée par les patients avec des cancers solides et qui participe aussi à cette activation, quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup, docteur. Merci.